Bonjour à tout le monde, comment allez-vous? Merci d'être là en si grand nombre. Merci de nous accorder cette entrevue. Non, mais c'est précieux. C'est précieux. S'il n'y avait pas les journaux régionaux, les médias régionaux, l'information se porterait dans un état déplorable au Québec. Donc, une grosse journée aujourd'hui. Oui. Quand même, beaucoup de gens rencontrés. Comment est-ce que ça se passe jusqu'à présent avec la troc ce matin? Oui, ben, c'est un groupe de personnes très impliquées depuis des années dans des services communautaires qui étaient très inquiets. Parce que ce qui arrive avec l'intégration et surtout la fusion de tous les établissements de santé, ce qui arrive, c'est qu'en temps de compression budgétaire, qu'est-ce que vous pensez qu'il arrive? Là, au lieu d'augmenter le niveau des services, on est en train de diminuer et de faire à rabais des services par le communautaire. Et même pire encore, on a entendu juste avant la fusion, un directeur d'établissement dire à un organisme communautaire pourquoi est-ce que vous vous entêtez à vouloir nous donner 2 bains par semaine alors que nous, dans le réseau hospitalier, on se contente d'1 bain par semaine. Et rendu la dignité de nos aînés, de nos personnes malades et vulnérables, pour qui on prétend qu'il n'y a plus d'argent, qu'on doit tout couper, alors qu'on donne 1,3 milliard à Bombardier, alors qu'on augmente la rémunération des médecins, des députés, alors qu'on donne plus de 1 milliard de dollars de congés d'impôts à des banques et des institutions financières. Tout ça, là, ça ne rime à rien. Nous, on dit on peut faire mieux au Québec. On a des richesses. Sauf que malheureusement, on ne les distribue pas convenablement. Nous, on pense qu'au lieu d'augmenter les subventions à des entreprises multimilliardaires ou donner des congés d'impôts à des gens qui n'en ont pas besoin ou d'augmenter la rémunération des médecins, on devrait prioriser nos patients, nos malades, nos services publics, nos enseignants. Mais c'est vraiment un cri du cœur ce matin. Absolument, absolument. Et ils vont manifester, je pense, le 15 décembre devant les bureaux de M. Charest parce que malheureusement, la ministre responsable n'est pas à la hauteur. Est-ce qu'on vous a exposé des problématiques spécifiques à la région aujourd'hui? Bien, les problématiques ici semblent malheureusement correspondre aux problématiques qu'on vit ailleurs au Québec, mais à une échelle peut-être un peu supérieure, parce que c'est quand même le centre intégré de services et de santé le plus grand à l'échelle du Québec. 17 000 quelques employés. Hein? C'est le plus grand centre intégré, le plus grand CIS. Ça vient avec son lot de problèmes. L'autre problème plus spécifique, c'est que les gens qui sont nommés au conseil d'administration par le ministre, soi-disant pour s'occuper des groupes communautaires, n'ont aucune compétence. C'est un ancien policier de la TUC qui ne semble pas être connu ni du milieu communautaire là-bas, ni du milieu communautaire ici, dont le seul je dirais, fait d'armes semble être qu'il est un partisan libéral. Il a été dans l'appareil libéral par le passé. Et ça, c'est encore une chose encore plus inacceptable. On pensait qu'on avait fini avec le gouvernement post-it. Hein, vous vous rappelez la commission Bastarache, là? Les nominations partisanes, on pensait en avoir fini. Malheureusement, on s'aperçoit que M. Barrette tombe dans le même pli malheureux d'un appareil libéral qui, pendant 10 ans, a gouverné avec ce qu'on sait, avec la corruption. On va le savoir demain avec la commission Charbonneau, là, ça va être détaillé. Mais en plus, qui continue avec les nominations partisanes. Parlez-moi de l'accueil de réfugiés. Trois-Rivières est l'une des villes là, qui semble bel et bien ciblée. Moi, j'admire votre maire. J'admire son sérieux, sa détermination, son calme, le fait qu'il a rassuré la population. Maintenant, tout se confirme. Hein? Ce qu'on pensait se confirme. Il y a d'abord un filtrage important qui est fait par le Haut-Commissaire des réfugiés, ensuite par le gouvernement canadien. C'est tout un processus. Puis il y a aussi les priorités du HCR lui-même, le Haut-Commissariat pour les réfugiés. C'est normal qu'on priorise les familles, les mères monoparentales, les familles avec des enfants, les personnes plus âgées. Ça, c'est déjà dans les priorités du HCR, dans n'importe quelle crise de réfugiés. Alors, ça va rassurer encore davantage des gens, les premiers qu'on va recevoir, avec la précipitation qui est nécessaire parce qu'il y a 4 millions actuellement de réfugiés qu'on a créés avec les guerres. Hein, c'est nous un peu les responsables de tout ce qui s'est passé. C'est un gouvernement qui est notre allié qui est allé renverser le gouvernement de Saddam Hussein avec toutes les conséquences. C'est des bombardements de nos avions qui ont créé le chaos en Syrie en premier quand on a appuyé des groupes terroristes contre le régime en place. D'accord? On peut bien. Donc tout ça a fait en sorte qu'on a un problème
qui est subi par des autres. 4 millions de réfugiés en Turquie, au Liban et en Jordanie. Si eux peuvent accueillir 4 millions, moi je pense que c'est notre devoir d'accueillir les 25 000 comme avec le gouvernement à l'échelle du Canada, un pays aussi riche. Maintenant, on a montré dans le passé depuis 100 ans qu'on est capable. On l'a fait avec les Irlandais, avec les Ukrainiens, avec les Polonais, avec les Juifs. Vous avez eu un député, le premier député juif ici au 19e siècle. Le Québec est généreux, le Québec est ouvert, le Québec est capable. Et devinez quoi? Si on laissait tomber 1 ou 2 achats d'équipements militaires, comme des gros avions de chasse, c'est des centaines de millions de dollars. Au lieu que ça serve à acheter des joujoux, puis à engraisser des compagnies qui nous vendent des armes, là, souvent situées aux États-Unis, bien ça irait à des professeurs, des enseignants, des éducateurs, à des gens qui vont construire des logements abordables. Donc, ça ferait rouler notre propre économie au lieu d'aller enrichir des multinationales qui vendent des armes. Si ce midi-là pour rencontrer les étudiants, pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? C'est à leur invitation pour parler d'austérité, mais surtout pour parler comment un modèle d'éducation, comme dans les pays d'Europe du Nord, qui ressemble beaucoup au Québec, mais qui privilégie l'éducation, où l'éducation universitaire est gratuite. D'accord? Comment ces pays-là s'en sortent mieux? Comment expliquer que dans le fond, en investissant dans l'éducation, ils garantissent une prospérité partagée, en ayant des services publics forts. Comment ça se fait que ces pays-là s'en tirent mieux avec la vie? Sur tous les plans, là, font mieux que nous. Pas parce qu'on est mauvais, on est assez bon au Québec quand même, malgré tout. Mais ils font même encore mieux que nous. Pourquoi? C'est parce qu'ils investissent dans l'éducation et parce que, surtout, ils se sont aperçus qu'en partageant la richesse, ça aide l'économie. Que les mécanismes de redistribution de richesse à travers un système public fort, c'est une manière de garantir que l'économie reste toujours forte et surtout c'est une manière de partager la prospérité pour que l'argent ne se concentre pas dans la main du 1%, mais que ce soit le 99% qui bénéficie de l'ensemble de l'activité économique. Merci. Merci.